merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 16 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Avant de débuter ce journal, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Amadou Issoufou Seydou. Il est le président de l'Olympique Football Club, également membre de la famille du football nigérien. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Hassan. Avec notre invité, nous allons parler de la participation du Niger aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Mais également, nous parlerons de certains événements sportifs que le Niger va accueillir. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Et restez avec nous. À tout à l'heure, Monsieur le Président. Débutons ce journal donc avec cette sortie médiatique hier de la directrice générale du Trésor public. Plus de 540 millions de francs CFA qui ont pris d'autres directions. Donc, et cela chaque mois à l'occasion du paiement des pensions des retraités. En tout cas, c'est ce qui ressort de la synthèse du comité chargé des textes et de contrôle physique des pensionnés. L'annonce a été faite hier par la directrice générale de la comptabilité publique à l'occasion d'un point de presse animé. Suivez le résumé avec nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Mettre davantage de l'ordre au niveau de la pension, tel est l'objectif visé à travers la mise en place par l'autorité d'un comité chargé de la relecture des textes et du contrôle physique des pensionnés. Après un travail minutieux, le comité a décelé des anomalies présentées par la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique. En actualisant les données, les 36 000, sur les 36 225 pensionnés programmés, nous nous retrouvons avec 33 707 pensionnés qui ont été effectivement payés au titre de l'échéance d'août 2024 qui a été consacré par le contrôle physique, soit un taux de réalisation de 93% de l'effectif des 36 225, dont leur incidence financière s'élève à 3 315 585 700 francs CFA. À la fin de la période complémentaire, on peut constater que 2517 pensionnés sont toujours restés absents pour une incidence financière des montants de 138 593 200 francs CFA. Alors, après rapprochement des données, issues des différentes opérations de contrôle, le contrôle sur pièce, le contrôle physique, il ressort la synthèse ci-après. 1. Manque à gagner du fait de la mauvaise application du décret 2008-21 portant bonification trimestrielle. Montant mis en cause 301 893 333 francs CFA. 2. Les cas des doublons, 11 doublons, dont l'incidence financière s'élève à 20 641 200 francs CFA. 3. Les pensionnés dont les cartes bancaires prépayées ont été désactivées au cours du mois de juillet où le contrôle sur pièce a démarré. 585 cas dont l'incidence financière s'élève à 79 871 800 francs CFA. Et 4, les pensionnés qui sont restés toujours absents. 2517 dont l'incidence financière est estimée à 138 593 200. Au total, 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière ont été décelés.
pour une incidence financière totale de 540 999 533 par mois. La directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique est revenue sur le rôle important et la qualité du travail abattu par les membres du comité. Au terme de ce travail d'expertise mené par les membres du comité de contrôle de vérification des dossiers que vous voyez devant vous, vous pouvez retenir que le travail d'assainissement du fichier des pensionnés a permis, d'une part, d'obtenir des effectifs réels des fonctionnaires de l'État, à la retraite, et d'autre part, de suspendre pour les échéances à venir les 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière. En outre, la relecture des textes régissant les pensions et les opérations de vérification et de contrôle ont permis de faire ressortir un montant total mis en cause qui se chiffre à 500, nous l'avons dit plus haut, à 540 999 533 francs CFA par mois à la fin de la mission qui nous a été confiée. Le travail titanesque et remarquable effectué par le comité a permis de mettre à nu un détournement d'une centaine de millions à chaque paiement des pensions. Merci Ismaël Mamoun et rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette sortie médiatique de la directrice générale de la comptabilité publique du Trésor national. Manifestation pacifique ce samedi à Niamey. Elle est organisée par un collectif d'organisation de la société civile nigérienne. Une manifestation donc face aux menaces de déstabilisation du Niger qui existent toujours, et ce collectif a organisé cette manifestation pour dire non aux instigateurs de ces tentatives de déstabilisation du Niger, mais aussi une façon encore de soutenir les autorités en place. Au cours de cette manifestation, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la question du franc CFA et la tenue des élections dans le futur. Réaction de quelques manifestants. D'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, et quoi qu'on puisse nous dire aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une souveraineté tant que la monnaie que nous utilisons sont fabriquées par les ennemis. Qu'on cesse de se faire des lueurs ou disons des illusions, il y a une impossibilité de développement tant que nous ne songeons pas à une monnaie qui soit indépendamment fabriquée à notre niveau. Ça c'est d'abord notre sentiment. Notre deuxième sentiment pour accompagner toujours le mouvement qui a été engagé, c'est la question plutôt des peuples et des autorités. On le sait aujourd'hui, c'est notre faille que l'impérialisme et ses internes valets essaient d'exploiter. Quand on dit par exemple nous ne sommes pas avec les dirigeants de l'AES, tout d'un coup, tout de suite et maintenant vous allez voir une action qui sera posée, bien entendu qui ne sera pas appréciée. Maintenant parce que le peuple de temps en temps doit sortir pour exprimer son attachement aux idéaux défendus, non seulement par les autorités en faveur surtout des peuples. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus en tant que scolaires pour réaffirmer, réitérer et confirmer notre attachement aux idéaux défendus, peu importe le sacrifice. On en a fait, sacrifice on en a fait. On le sait, depuis combien de temps l'étudiant ne parle plus de bourse ou d'aide sociale? Depuis combien de temps l'étudiant a même oublié ces conditions exécrables de vie sociale qui sont pratiquement invivables? Nous avons décidé volontairement par devoir de l'histoire et de génération d'accompagner cette marche et dire que là, aucun sacrifice n'est assez pour la cause qui est défendue. Enfin, pour parler de la question des élections, nous ne sommes pas des politiciens, nous n'avons pas de parti politique, nous n'avons pas de mentor. Il n'y a donc aucune nécessité pour nous de venir tirer sur les gens à tort et à raison. Mais c'est la cause qui l'exige.
Aujourd'hui, on le sait, notre État n'est pas définitivement assis. L'avènement du CNSP a fait connaître l'État une certaine amélioration en termes de sécurité et d'ordre, nous sommes d'accord. Cela a fait en sorte que les terroristes, d'une manière ou d'une autre, ont été quand même déséquilibrés. Mais qui peut dire aujourd'hui que la sécurité est totalement et définitivement garantie? Pour un État qui n'a pas encore de sécurité, est-ce qu'on peut parler d'État? L'État, en réalité, le fondamental de l'État repose sur l'ordre et la sécurité. Tant qu'il n'y a pas d'ordre et de sécurité, une élection ne constitue en réalité que de faire en sorte d'essuyer, disons d'une manière ou d'une autre, mettre de la pommade derrière l'œuf. Ça ne servira à rien. J'ai toujours lancé un appel à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit des membres du CNSP. Je leur demande tout le temps de tout faire pour que l'élan souverainiste en cours au Niger ne s'instoppe jamais. Mais également, je leur demande tout le temps de tout faire pour ne pas aller vers des élections dans la précipitation. Si nous allons vers des élections rapidement, c'est ces mêmes politiciens véreux qui ont pillé les caisses de l'État qui auront la chance de revenir au pouvoir. Et ils vont remettre en cause tout ce que nous avons fait depuis le 26 juillet 2023. Donc aller aux élections rapidement, ce n'est pas la priorité. Et nous avons aimé les thématiques. Ils ont effleuré un peu la question du franc CFA. Le franc CFA, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'on commence à se poser des questions, surtout que nous avons la chance d'avoir 3 dirigeants qui ont opté pour une voie souverainiste. Je pense que le peuple peut leur demander aujourd'hui de voir la question du franc CFA. Le franc CFA, c'est la seule monnaie coloniale encore en activité. Je pèse bien mes mots, la seule monnaie. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des pays sur ce continent qui ont leur propre monnaie, je pense également que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina, on peut se mettre ensemble également pour avoir une monnaie forte. C'était là les réactions de quelques participants à la manifestation de ce matin organisée par un groupe d'organisations de la société civile pour soutenir les autorités en place. Puisque nous parlons de la lutte pour la souveraineté, parlons-en avec cette conférence anti-impérialiste d'envergure internationale, dite conférence de solidarité au peuple du Sahel, qui sera organisée la semaine prochaine au Niger. Une initiative de Panafricanist Today et WAPO qui va regrouper des participants qui viendront de tous les continents. C'est le centre de conférence international Mahatma Gandhi de Niamey qui servira de cadre pour ces assises parrainées par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani. Résumé. Du 19 au 21 novembre 2024, Niamey va accueillir les anti-impérialistes de tous les continents à l'occasion de la conférence internationale anti-impérialiste dont le président panafricaniste Today, Maman Sani Adamou, nous dit le pourquoi. C'est pour renforcer et consolider et populariser les luttes qui se sont menées ces dernières années au Sahel, qui sont quand même des luttes particulières, où dans 3 pays, au Mali, au Burkina et au Niger, des accords de coopération qui ont dominé pendant plusieurs décennies, qui ont marqué les relations entre ces pays-là et les anciennes puissances coloniales, se sont vus remis en question. Et on sait que, en dehors des troupes françaises, il y a beaucoup de choses qui ont été dénoncées. Il y a le souci de prendre en main la gestion des ressources naturelles. Il y a le souci d'avoir de l'équité dans l'exploitation de nos ressources. Et donc c'est tout cela que WAPO et Panafricanism Today ont voulu porter à la connaissance du monde. Donc c'est une contribution à ce qui se passe au Sahel, parce que ce qui se passe au Sahel doit être compris dans le monde. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut que cela soit porté à la connaissance du monde. Il faut que tous les autres peuples du monde soient solidaires des peuples du Sahel pour dire que c'est un combat commun contre l'injustice, contre les dominations, pour l'affirmation
de la dignité des peuples du monde. Cette rencontre d'envergure internationale dénommée Conférence de solidarité se tient dans un contexte où le Niger, le Burkina Faso et le Mali, 3 pays du Sahel réunis au sein d'une alliance dite Alliance des États du Sahel AES, se battent pour la quête de leur souveraineté, d'où l'intérêt pour le président de l'urgence panafricaine d'appeler la population de Niamey à une grande mobilisation pour faire de cette conférence une réussite. Nous lançons un appel vraiment à tous ceux qui veulent faire le déplacement le 19, parce que l'accès, c'est sur carte d'invitation. Donc, ils peuvent prendre attache auprès des différentes structures de la société civile pour pouvoir vraiment avoir leur carte et faire le déplacement au niveau du centre Gandhi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et le CNSP a un regard sur cet événement. Aujourd'hui, ceux qui viennent de partout, c'est des organisations de gauche, c'est des grands révolutionnaires, c'est des combattants de la lutte anti-impérialiste qui vont converger vers Niamey. Et aujourd'hui, nous le savons très bien que notre pays a pris une autre voie. Le CNSP s'est lancé sur cette voie souverainiste, sur cette voie anti-impérialiste, mais surtout vers le panafricanisme. Plusieurs thématiques liées à l'impérialisme et au panafricanisme seront développées durant les 2 jours de travaux par les participants. Cette conférence anti-impérialiste dite de solidarité est parrainée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani. J'ai annoncé au début de ce journal, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Amadou Issoufou Seydou. Il est le président de l'Olympique Football Club de Niamey, également membre de la famille du football nigérien. M. Amadou, bonsoir. Bonsoir, de plus. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du football, notamment des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de football Maroc 2025, donc en cours, dont le Niger participe. Pour commencer, la première question, et on a vu à un certain moment le Niger a trébuché, mais la dernière sortie du MENA, c'était face au Soudan, avec une victoire du Niger 4-0 contre le Soudan. On peut parler d'une relance du Niger dans cette compétition. Quelles sont les chances de notre équipe? Effectivement, M. Hassan, cette victoire nous relance dans la compétition. Ça nous fait croire à nos chances de qualification. Et je suis ici aujourd'hui pour 2 choses même. D'abord, c'est pour remercier ces jeunes-là qui nous ont donné la joie au cœur la semaine passée. Comme vous l'avez dit, ils ont dominé le Soudan de bout en bout par un score sans appel de 4-0. Je pense que de mémoire d'homme, c'est la plus grande moisson du MENA en termes de buts pour l'équipe nationale. 4 buts sans encaisser. Je dis qu'il faut le saluer, il faut venir remercier vraiment de vivre voir ces jeunes qui nous ont fait vraiment, qui nous ont rendu notre fierté, je peux le dire. En tout cas, ils nous ont remis sur selle. On va croire en eux et on va continuer à croire en eux. Et mes remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette éclatante victoire. Et particulièrement, je pense à la Fédération nigérienne de football, à la tête de laquelle son président, le colonel-major Djibril Himadi Pelé, qui a cru en ces jeunes et qui a remis ciel et terre pour les mettre dans les conditions minimales de travail. Aujourd'hui, le résultat est là, le Niger est en selle et on rêve d'une qualification historique. Oui, justement, M. Amadou, quelles sont les chances de la qualification du Niger dans cette compétition avec cette victoire? Je dirais qu'il faut souligner d'abord que dès le tirage au sort même n'a pas été très clément envers le Niger, parce qu'on s'est retrouvé avec l'Angola qui depuis un certain temps est une équipe constante. Pour tous ceux qui suivent les compétitions africaines, ils savent qu'aujourd'hui l'Angola est vraiment constant dans pratiquement toutes les compétitions. Il y a le Grand Ghana, il y a le Soudan. Mais comme on le dit, il n'y a plus de petits, pays en football, il n'y a plus de petites équipes. On a cru au Niger, les gens ont mis les moyens et voilà le résultat est en train de payer. Aujourd'hui, on est encore en
vie. On est encore en vie. Notre groupe, on a besoin de deux pays qui doivent se qualifier. L'Angola est pratiquement qualifié. Le Ghana est éliminé. Aujourd'hui, la deuxième place se jouera entre le Niger et le Soudan la semaine prochaine. Nous, on va jouer au Ghana. C'est vrai, ça ne sera pas sur nos installations. Ça ne sera pas chose aisée parce que le Ghana, le palmarès du Ghana est très impressionnant. Mais sincèrement, moi, je pense que nos chances sont réelles parce que le Ghana, bien qu'ils soient pratiquement éliminés, ça ne sera pas facile. Mais vu la motivation des jeunes, vu ceux qui nous ont servi avant-hier, je pense qu'on a le droit de croire. Et il est bien vrai, il faut le souligner, on n'a pas notre destin en main. Parce qu'il faut une victoire du Niger et espérer que l'Angola batte le Soudan. Donc on n'a pas notre destin en main, mais on est encore en selle. On est en selle et je pense que ces jeunes-là, ils vont encore nous surprendre, ils vont nous faire rêver et Inch'Allah, ça va aller. Oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, notamment au niveau de l'instance du football nigérien, pour galvaniser davantage ces jeunes pour nous rapporter cette victoire? C'est une des raisons de ma présence ici. Je suis venu pour lancer aussi un appel, parce que ces jeunes-là, on sait que, c'est vrai, il faut le dire, le contexte du pays est très difficile. Ces jeunes-là ont évolué dans un contexte difficile. Les moyens n'ont pas toujours suivi. On sait vraiment c'est difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'aspect sécuritaire qui prend le dessus. Mais je pense que des gens ont cru en eux, les gens ont mis vraiment le minimum de moyens. Donc, nous, on est là pour demander au peuple de croire en ces jeunes, d'accompagner ces jeunes. Que ces jeunes-là doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont là pour une cause nationale, on doit les pousser à la qualification. Nous, on est là pour dire qu'on a des chances encore. Il faut qu'on saisisse ces chances jusqu'au bout. Je l'ai dit, ça ne va pas être facile. Le Ghana va jouer sur ses installations. Le Ghana, c'est le grand Ghana. Ils sont pratiquement éliminés, mais je sais que le Ghana ne va pas accepter d'être dernier de cette compétition, dernier de notre poule. Donc, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour au moins sauver l'honneur. Mais je pense que nous aussi, si nous tous, on se met vraiment, on se mobilise comme un seul homme, on se mobilise derrière ces jeunes et je pense qu'ils vont nous surprendre encore agréablement. Donc c'est vraiment une des raisons de ma présence sur votre plateau, c'est de lancer l'appel pour dire en football, c'est-à-dire il faut croire jusqu'à la dernière minute. Il faut croire jusqu'à la dernière minute. Les jeunes sont déterminés et j'espère et je le souhaite, que leur détermination aura raison sur le palmarès du Ghana. Oui, jusqu'au dernier match de MENA, peut-on être fier du parcours de MENA dans ces éliminatoires? Mais je viens de le dire, M. Hassan, le MENA a évolué dans un groupe très difficile. Tous les avertis du ballon rond en début de compétition ne vont pas miser sur le MENA en voyant le Ghana et l'Angola. Ils vont dire tout de suite c'est joué. Mais le football et ce qu'il est, on dit ça se joue jusqu'à la dernière minute. Les jeunes ont eu de la détermination, ils ont été accompagnés par l'encadrement, par la FENIFOOT, par leur président. Donc je pense qu'ils sont conscients qu'il y a tout un peuple derrière eux et je suis convaincu qu'ils vont nous surprendre. Je suis convaincu. Monsieur Amadou, merci. Vous êtes là aussi aujourd'hui pour parler de certains événements sportifs donc, en perspective au Niger, notamment le tournoi de football scolaire qui aura lieu du 20 au 23 novembre prochain. Comment ça se prépare déjà? Bon, effectivement, bon, je ne suis pas membre de l'organisation, mais comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Je veux en profiter parler parce que ça également, il faut saisir cette occasion pour parler. Moi, je dirais aussi, aujourd'hui, le Niger est au centre vraiment et attire toutes les attentions. C'est une fierté pour notre pays d'organiser une compétition d'une telle envergure. Et je pense que ça, c'est dû au travail des hommes qui sont là, qui ont animé la Fédération nigérienne de football. Si aujourd'hui, 6 pays vont se retrouver la semaine prochaine pour compétir au Niger, malgré le contexte d'insécurité, les gens ont dit d'accord, on va y aller. Ça veut dire qu'il y a eu une forte, je ne dirais pas de la diplomatie, mais ça ressemble à ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut reconnaître à des hommes. Malgré le contexte, les gens sont venus, ils ont choisi le Niger pour abriter le tournoi. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien, c'est un fort, mais ça veut dire que les gens sont en train de travailler. Et ce tournoi, je suis encore plus fier quand je vois que c'est un tournoi
pour les scolaires. Ça veut dire c'est un travail à la base. Et là, ça a été un des objectifs du président. Aujourd'hui, la vulgarisation du football, il est en train d'aller dans ce sens. Et je pense que c'est une manière de préparer le futur. Il faut se le dire. Et moi, je pense que le 18, on va jouer contre le Ghana. Mais les gens doivent se dire, un match, c'est vrai, il n'y a que deux issues aussi. Soit on gagne ou on perd. Mais même si au cas où ça arrive, il faut se dire qu'il y a un travail formidable qui est en train d'être fait. Qui est en train d'être fait. Parce que nous, on est dans le domaine, on voit et on espère que vraiment dans 5 ans, maximum 6 ans, avec l'académie et ces tournois qui se jouent, je l'ai dit, la vulgarisation du football dans les écoles, parce que j'ai vu récemment, il y a eu des dons de ballons en collaboration avec le ministre de l'Éducation. Exactement. On a donné des ballons aux jeunes. Donc les infrastructures ont suivi. Je pense que vraiment, il y a un travail de fond qui est là. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est d'accompagner cette équipe-là. C'est de dire, OK, il y a des acquis, il y a un travail qui est en train d'être fait pour vraiment consolider ces acquis. C'est que tout le monde doit se mobiliser pour que les gens regardent dans une même direction. Ceux qui ont corrigé, on corrige. Et puis on avance pour le bonheur du football, pour le bonheur et l'essor de notre jeunesse. Monsieur Amadou, un autre événement d'envergure internationale que le Niger va abriter dans ce mois, c'est l'Assemblée générale de l'UEFOA zone B qui aura lieu le 22 de ce mois ici à Niamey. Et le président de la CAF sera de la partie. Une fierté aussi pour le Niger? Mais une grande fierté, c'est ce que je venais de dire tantôt. J'ai dit qu'il y a une forte offensive diplomatique qui est en train d'être faite. Si vraiment nous sommes honorés par des grandes personnalités, je pense à part le président de la CAF, il y aura le président des 5... vous savez, la CAF est subdivisée en 5 zones. Il y aura les 5 présidents de zones qui seront présents, qui vont participer au truc. Et je pense que ça donne, ça rehausse, ça donne une image à notre pays. C'est tout ce qu'on peut faire pour son pays. C'est-à-dire toutes les grandes personnalités aujourd'hui, je peux dire qu'on a même eu la visite du président de la FIFA, ça fait pas longtemps. Ça veut dire qu'il y a une forte diplomatie. Et je ne peux pas utiliser le mot footballistique, mais c'est là quand même on voit que le Niger est en train d'être un centre d'intérêt pour le football et ça ne fait que grandir notre image. Et c'est vraiment pour le bien de notre pays, parce que tout citoyen, tout compatriote veut bien qu'on parle très bien de son pays. Surtout dans cette ère de refondation, je pense qu'on ne peut qu'en choisir un meilleur ambassadeur que ces jeunes-là qui sont en train de nous surprendre agréablement et qui sont en train de nous tirer vers le haut. Oui, donc, sur place, on peut dire que les préparatifs de cette Assemblée générale vont bon train. Je vous ai dit tout de suite que je ne suis pas membre du comité d'organisation, mais je sais, en tant qu'amateur, en tant qu'acteur du football, j'ai des informations dessus. Je sais que ça va se passer la semaine prochaine, du 20 au 23, et je sais qu'il y aura 6 pays qui vont participer. C'est une compétition féminine et masculine. Il y aura des grandes personnalités qui vont venir. Donc je ne peux que m'arrêter là et je ne peux que saluer les gens qui ont poussé à ce que cela arrive pour notre pays. Parce que sincèrement, c'est pour l'image. On a besoin d'entendre des bonnes informations sur notre pays dans ce contexte difficile d'insécurité. Avant, dès qu'on ouvre, on va dire attaque par-ci, attaque par-là. Pour une fois, on va dire, OK, le Niger est le centre de football, voilà. On va attirer positivement l'attention de toute la jeunesse africaine et j'espère que nous allons profiter aussi en termes de revenus, parce que ça va vivre, c'est vrai, c'est 3-4 jours, mais les hôtels vont vivre un peu aussi. Il y aura des retombées économiques. Donc ça ne peut être que salutaire pour notre pays. Monsieur Amadou, quand vous êtes sur ce plateau, on va profiter pour vous poser une question sur la Super Ligue nationale de musique qui a débuté. Oui. Comment vous appréciez les premiers matchs déjà? Oui, les premiers matchs, je dirais pour mon club ça va, mais c'est vrai pour le démarrage ça a été un peu difficile, je peux dire qu'on a démarré un peu en retard, ça veut dire qu'on aura la pression, mais quand même on a démarré dans de très bonnes conditions. En ce qui concerne mon club, l'Olympique Football Club, on est à la deuxième journée, on a 4 points au compteur, donc je pense que ça va, c'est pas rien. C'est pas rien, je peux dire qu'on a bien démarré, on espère bien finir également. Ok, donc pour finir,
Ouais. Revenons sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Quel est votre mot de du dernier? Mon mot de fin, c'est ce que je venais de dire. C'est de dire d'abord merci à ces jeunes-là qui nous ont agréablement surpris. Ces jeunes-là qui nous ont fait rêver. Ces jeunes-là qui continuent à nous faire rêver. Et on espère qu'avec la grâce du bon Dieu, on ira jusqu'au bout. Et aussi, mon autre mot de fin, c'est de dire au peuple nigérien qu'on est vraiment à la veille d'une qualification historique. Ces jeunes-là doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls. Le match se joue sur les installations des Ghanéens. Je sais qu'on a une très forte communauté au Ghana. On en a au Togo à côté. C'est sûr, il y aura de la mobilisation. Mais nous qui sommes ici à Niamey, nous qui sommes au Niger, il faut qu'ils sentent que nous aussi, on est là, on est derrière eux. Et je pense qu'ensemble, on va les pousser à la victoire, tout en croisant les doigts, en espérant que l'Angola aussi va battre le Soudan. Parce que notre objectif, c'est vraiment la qualification. Mais je l'ai dit, c'est en football, il faut pas... Tout est possible. Mais moi, ma fierté, déjà, le parcours est exceptionnel. Le parcours est exceptionnel. On est dans un groupe difficile, on a tenu jusqu'à la dernière minute. Je pense que jusqu'à la dernière seconde, c'est-à-dire, il y a encore... l'idée n'était pas... c'est pas encore fini. Donc... et on peut dire qu'ils ont fait un très bon parcours et on espère que vraiment que ces efforts-là payent à la fin et qu'au finish, c'est le Niger qui gagne et au finish, c'est la jeunesse nigérienne qui gagne. C'est le souhait de tout le peuple nigérien. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à notre 11 national. Merci, M. Amadou Issoufou Seydou. Je rappelle que vous êtes le président de l'Olympique Football Club de Niamey. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais aussi de certains événements sportifs que le Niger va accueillir. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation et rester avec nous pour suivre la suite de cette édition, M. Amadou. Merci. La salle de réunion de l'arrondissement communal Niamey 5 a abrité ce samedi dans la matinée une assemblée générale extraordinaire de la fédération Joliba de cette partie de la capitale. Cette fédération de groupements féminins a ainsi procédé au renouvellement de son bureau. C'était en présence des huissiers de justice. Un nouveau bureau qui a à sa tête Hadiza Sambo a été mis en place pour un mandat de 3 ans, nous rapporte Adam Soumana et Sadou Demi. Cette mobilisation exceptionnelle des femmes du 5e arrondissement communal de la capitale se veut une assemblée générale extraordinaire de leur fédération dénommée Joliba. Une fédération forte de 12 unions de groupements féminins qui enregistre à travers ses assises 9 unions représentées chacune par 5 délégués en présence des huissiers de justice. Après avoir constaté l'atteinte du quorum pour la tenue des conclaves, les membres de la fédération Joliba ont procédé à la mise en place d'un nouveau bureau. Une activité placée sous la supervision du secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 5 qui s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus tout en soulignant l'importance de cette fédération dans la communauté. Je souhaite qu'elle choisisse des représentantes dignes de foi qui peuvent conduire la destinée de cette fédération. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de toutes les femmes de l'arrondissement communal, elles doivent contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Je sais que quand les autorités communales ont besoin d'elles, elles ont toujours participé à nos activités au niveau de la commune. Que ce soit dans le cadre de la salubrité, des réunions ou d'autres activités. En marge de cette cérémonie, l'une des membres du tout nouveau bureau de la fédération Joliba nous cite l'objectif assigné à cette rencontre. Les membres du bureau même, les femmes, veulent un changement et elles veulent aussi une transparence. C'est juste pour cela qu'on a renouvelé le bureau de la fédération Joliba pour vraiment mettre en œuvre tous nos projets et objectifs qui sont notre devise, pour vraiment sensibiliser tous les membres de la fédération, surtout la jeunesse, comme nous avons la jeunesse et vraiment c'est eux la relève. Donc on va travailler ensemble main dans la main et aussi sans oublier le 5e arrondissement, la mairie du 5e arrondissement qui est notre partenaire. Et donc on va travailler avec aussi nos partenaires. Et aussi vraiment travailler la main dans la main avec une belle transparence, surtout la transparence dans l'ensemble du bureau.
Merci. Ainsi, Hadiza Sambo est désormais celle appelée à présider aux destinées de la Fédération Djoliba pour un mandat de 3 voire 4 années. Elle entend au cours de son mandat accorder une place de choix aux jeunes filles et femmes afin d'assurer une bonne relève pour le mieux-être de l'ensemble de la population du 5e arrondissement communal de Niamey. Merci Adamou Soumana. Place à présent, comme annoncé à la sortie médiatique de la directrice générale de la comptabilité publique du Trésor, c'était hier une sortie médiatique relative à l'opération des paiements des pensions des retraités, une opération entachée d'irrégularité selon la directrice générale que je vous propose de suivre. Très bonne réception. Depuis 2012, notre pays s'est engagé dans un processus de réforme du régime des retraites des fonctionnaires de l'État. Ces réformes ont été consacrées par plusieurs textes, notamment la loi 2012-069 du 31 décembre 2012 portant création d'un établissement public à caractère social dénommé Caisse autonome des retraites du Niger, Carénie. Cette loi fut abrogée par la loi 2020-020 bis du 3 juin 2020, fixant les règles de création des catégories d'établissements publics. Un autre texte qui a été adopté dans le cadre de cette réforme, il y a le décret 2002-745 /PRN /MFP /RA MF du 29 septembre 2022 portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État qui a été adopté dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes. Le décret ci mentionné dispose en son article 42 la pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement en termes échus. La mise en paiement comportant un rappel du jour de l'entrée en jouissance doit obligatoirement intervenir à la fin du mois civil suivant celui de la cessation d'activité. Sans m'attarder sur ce point, je tiens à rappeler que la mission qui nous a été confiée a pour objectif 1. La maîtrise des effectifs des fonctionnaires à la retraite. 2. La maîtrise de l'enveloppe allouée à la prise en charge des pensions. Enfin, 3. L'allègement des procédures de paiement des pensions. C'est le lieu de préciser ici que les réformes introduites ont cependant connu des difficultés dans leur mise en œuvre. Je tiens également à rappeler que le processus d'exécution des opérations des pensions comporte 2 phases, une phase administrative et une phase comptable. Depuis 2017, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur les pensions, le ministre en charge des Finances a renoncé à ses attributions inhérentes à la phase administrative qui consiste à liquider, à concéder et à émettre des titres de paiement des pensions et rentes viagères au profit de la Carénie. S'agissant maintenant de la phase comptable, qui est matérialisée par le paiement, elle est restée au Trésor dont le réseau comptable est déployé sur toute l'étendue du territoire. Selon la réglementation en vigueur, le comptable assignateur de la dépense relative aux pensions contrôle la régularité des pièces souscriptives avant de procéder au paiement qui se matérialise par la libération des fonds dans les mains des véritables bénéficiaires. Alors, vous comprenez les difficultés et les manquements à la réglementation qui peuvent surgir tout au long du processus, que ce soit du côté de l'ordonnateur comme du côté du comptable. Pour pallier ces manquements, le Trésor public, dans son rôle de gardien
des deniers publics et garant de la régularité des opérations budgétaires et comptables, a alerté sur la récurrence de la variation inattendue de la masse des pensions depuis 2023, année de la mise en œuvre de la mensualisation. En effet, en 2022, le paiement trimestriel, avec le paiement trimestriel, environ 7,7 milliards de francs CFA étaient dépensés contre un montant de 12,8 milliards de francs CFA en 2023, l'année de mensualisation. En 2024, environ 11,4 milliards de francs CFA sont décaissés sur 3 mois, malgré l'absence de flux de nouveaux retraités à cause du rehaussement de l'âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. C'est dans la recherche des causes de cette explosion de la masse des pensions que des mesures ont été prises par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers la mise en place d'un comité ad hoc chargé de 1. De la relecture des textes régissant les pensions des fonctionnaires de l'État au cours du mois de juin 2024. 2. La vérification de toutes les pièces requises par la réglementation, et ce, au cours du mois de juillet 2024. Et enfin, l'organisation de l'opération spéciale paiement par billetage des pensions du mois d'août 2024. Les travaux du comité ad hoc ont permis de disposer de résultats probants, aussi bien au niveau de la vérification sur pièce que pendant l'opération billetage, pendant l'opération spéciale paiement par billetage des pensions. En effet, la relecture des textes régissant les pensions a permis aux membres du comité ad hoc de relever un manquement relatif à la mise en application du décret 2008-201 /PRN /MFP /T /MEFP du 26 juin 2008, allouant une bonification trimestrielle aux fonctionnaires retraités des administrations centrales, déconcentrées et des autres institutions de l'État. Ainsi, la mauvaise interprétation du décret 2008-201 du 26 juin 2008 précité a occasionné un manque à gagner à l'État d'un montant mensuel de 301 893 333 francs CFA. Ce manquement a coûté à l'État, de janvier 2023, date de démarrage de la mensualisation, à juin 2024, date où nous avons suspendu le paiement sans support justificatif, soit 18 mois, à la somme de 5 milliards 434 millions 879 984 francs CFA. Ce premier résultat, relatif à la relecture du décret sur la bonification trimestrielle, a eu écho au plus haut niveau de la hiérarchie, au point de susciter une réaction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdraman Tchani. À la suite de cette réaction du chef de l'État, il a été confié aux membres du comité ad hoc par les plus hautes autorités du ministère de l'économie et des finances, notamment son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances, une mission de vérification
sur pièces justificatives et un contrôle des pensions sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième point de notre opération, le premier point de l'opération de vérification concerne la vérification sur les pièces justificatives des pensions. À ce niveau, il a été constaté 585 pensionnés disposant de cartes bancaires prépayées ont été désactivés par la CARENI au cours du mois de juillet pour un montant de 79 871 800 francs CFA. Entre autres cas de manquement, il y a eu 11 cas de doublons. 11 cas de doublons pour une incidence financière de 20 641 200 francs CFA détectés en juillet 2024. Ces cas de doublons se rapportent à des situations où un même retraité se trouve avec 2 numéros de pension. Troisième cas de manquement, comparativement au montant payé en juin 2024, une économie budgétaire du fait du contrôle sur pièces justificatives de 421 424 120 francs CFA a été réalisée en juillet suite au contrôle de régularité exercé par l'agent comptable chargé des dépôts. Venons-en maintenant au contrôle physique qui a été exercé par le comité ad hoc. Pour ce qui concerne donc l'opération spéciale de paiement par biétage des pensions du mois d'août 2024, il a été relevé 172 cas de décès déclarés pour une incidence financière d'un montant de 10 465 500 francs CFA par mois. Il s'agit de 172 pensionnés décédés dont les pensions ont été régulièrement touchées et qui n'ont été déclarés que pendant les opérations de contrôle physique d'août 2024. L'effectif des 172 pensionnés décédés se répartit par région comme suite. À Agadez, le comité a décelé 8 cas de décès, 8 cas de décès. À Difa, le comité a décelé 23 cas de décès, de pensionnés décédés dont les pensions continuaient à être payées. À Dosso, 34 cas de pensionnés décédés ont été décelés. À Maradi, 8 cas de pensionnés décédés ont été également décelés. À Niamey, 17 cas de pensionnés décédés ont été décelés. À Tawa, 42 cas de pensionnés ont été décelés. À Tilaberi, 24 cas de pensionnés décédés ont été décelés. Enfin, à Zender, 16 cas de pensionnés ont été décelés, ce qui fait un total de 112 cas de pensionnés décédés qui n'ont été déclarés que pendant l'opération de contrôle physique. Après le cas des décédés, il faut revenir. Il faut retenir du moins que 36 225 pensionnés ont été régulièrement programmés au titre de l'échéance d'août 2024 pour une enveloppe de 3 433 998 800 francs CFA. À la fin de l'opération spéciale d'août 2024, sur l'effectif de 36 225 pensionnés programmés par la CARENI, 32
32 163 pensionnés ont été effectivement payés, soit 88,79% de l'effectif programmé, pour un montant de 3 261 238 500 francs. En termes d'effectifs, 4 062 pensionnés n'ont pas été présentés pendant la période impartie au contrôle physique. Je reprends cette partie. Après les rapprochements, en termes d'effectifs, 4 062 pensionnés ne se sont pas présentés pendant la période impartie au contrôle physique. Maintenant, avec l'ouverture de la période complémentaire pour prendre en compte des retardateurs, parce qu'il y a des retardateurs, nous avons compté 1544 pensionnés retardataires qui ont été pris en charge en septembre et octobre 2024 pour un montant de 54 347 200 francs CFA. En actualisant les données, parce qu'après avoir payé, après avoir pris en compte les retardateurs, on doit actualiser donc les résultats. En actualisant les données, sur les 36 225 pensionnés programmés, nous nous retrouvons avec 33 707 pensionnés qui ont été effectivement payés au titre de l'échéance d'août 2024 qui a été consacré par le contrôle physique, soit un taux de réalisation de 93% de l'effectif des 36 225, dont leur incidence financière s'élève à 3 315 585 700 francs CFA. À la fin de la période complémentaire, on peut constater que 2517 pensionnés sont toujours restés absents. Je reprends. À la fin de la période complémentaire, on peut constater que 2517 pensionnés sont absents pour une incidence financière des montants de 138 593 200 francs CFA. Alors, après rapprochement des données, issues des différentes opérations de contrôle, le contrôle sur pièce, le contrôle physique, il ressort la synthèse ci-après. 1. Manque à gagner du fait de la mauvaise application du décret 2008-21 portant bonification trimestrielle. Montant mis en cause 301 893 333 francs CFA. 2. Les doublons, les cas des doublons. 11 doublons dont l'incidence financière s'élève à 20 641 200 francs CFA. 3. Les pensionnés dont les cartes bancaires prépayées ont été désactivées au cours du mois de juillet où le contrôle sur pièce a démarré. 585 cas dont l'incidence financière s'élève à 79 871 800 francs CFA. Et 4, les pensionnés qui sont restés toujours absents. 2517 dont l'incidence financière est estimée à 138 593 200. Au total, 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière ont été décelés pour une incidence financière totale de 540 999 533 par mois. Mesdames et messieurs,
au terme de ce travail d'expertise mené par les membres du comité de contrôle de vérification des dossiers que vous voyez devant vous, vous pouvez retenir que le travail d'assainissement du fichier des pensionnés a permis, d'une part, d'obtenir des effectifs réels des fonctionnaires de l'État à la retraite, et d'autre part, de suspendre pour les échéances à venir les 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière. En outre, la relecture des textes régissant les pensions et les opérations de vérification et de contrôle ont permis de faire ressortir un montant total mis en cause qui se chiffre à 500, nous l'avons dit plus haut, à 540 999 533 000 francs CFA par mois à la fin de la mission qui nous a été confiée. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre patience.